Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden et aujourd'hui on va finir la lecture commentée de la brochure sur le citoyennisme. Donc en amont commençons. Chapitre 7, conclusion provisoire. Nous nous sommes efforcés ici d'évoquer les principales limites et faiblesses du citoyennisme et l'on voit que ce ne sont pas simplement des limites ou des faiblesses théoriques, mais qu'elles sont bien réelles et lui seront sûrement fatales à plus ou moins court terme. Pour autant, il n'est pas question de rester assis les bras croisés en attendant que le citoyennisme s'écroule, pour laisser magiquement place à la révolution. Ce mouvement a bien des ressources encore, et il est sans doute capable de s'adapter à des nouvelles conditions. Nous avons cependant précisé ici laquelle condition il ne saurait s'adapter. Nous n'avons en tout cas qu'à peine ébauché cette critique qui sera poursuivie par d'autres. La question à laquelle nous avons voulu aussi tenter de répondre, c'est celle de la manière dont il nous semble qu'il convient d'aborder la critique. Trop souvent, des révolutionnaires critiquent ceux qui prétendent être des réformistes, sous le simple prétexte qu'ils ne seraient pas révolutionnaires. C'est présenter les choses comme s'il s'agissait au fond d'un simple débat d'opinion, au fond et égal, c'est-à-dire également vide, parole creuse face à la toute-puissance objectivité du monde. À ce compte-là, on peut défendre n'importe quoi et préférer les Indiens de Zerzan aux cow-boys de Kaczynski. Je sais pas du tout c'est quoi, allez lire sur la brochure. La Renaissance à la société industrielle, les prolétaires à casquette aux jeunes rappeurs en Nike. Le prochain mouvement révolutionnaire ne devra aussi trouver son propre langage. Il ne s'exprimera sûrement pas dans les termes que nous employons ici, qui sont ceux d'une certaine tradition théorique. Le langage théorique que nous employons est un outil pour comprendre la révolution à venir, il n'est pas cette révolution elle-même. Il nous faudra cependant sortir de l'emploi magique affectif du langage, qui est le langage de l'aliénation contemporaine, le langage de ceux qui n'ont aucune prise pratique sur le monde, et ne peuvent donc le rêver. Seuls ceux qui n'ont aucun pouvoir sur le monde peuvent dire n'importe quoi sans crainte d'être jamais démentis, puisqu'ils savent que leurs propos sont sans conséquence. Dans le monde de l'intégration capitaliste, il n'y a plus ni de vérité ni de mensonge, juste des sensations éphémères. Alors là, je répète toujours 2001 le texte, la disparition de ce que j'appellerais la vérité objective, du faux et du vrai. Quand même, là, on est sur un truc assez pimp. Il nous faut cesser d'avoir peur de la vérité. Si souvent nous voyons dans la prétention à dire la vérité une domination, un fascisme entre guillemets, une volonté d'hégémonie du discours, c'est que dans le monde capitaliste, seuls ceux qui dominent peuvent prétendre à dire la vérité, puisqu'ils la créent eux-mêmes et détiennent le monopole de la parole vraie. Mais cette vérité est si manifestement fausse, et notre impuissance à y répondre si écrasante, que nous finissons par être dégoûtés que toute tentative de rechercher la vérité, et doutons de la possibilité de dire quoi qu'il se soit de vrai, c'est-à-dire de rendre autant qu'il nous est possible intelligible le monde dans lequel nous vivons. Ah oui, alors ça, effectivement, ce rapport à l'impuissance, le complotisme a ce rôle, entre guillemets, de combler ce vide, entre guillemets, comment dirais-je, j'avais lu pas mal de bouquins là-dessus. Effectivement, le complotisme, le conspirationnisme a cet avantage sous couvert de critique sociale. En fait, c'est un discours de l'impuissance parce qu'il se réfugie dans les contes de fées, dans la volonté toute puissante, où il n'y a pas de dynamique, de structure, etc. Mais tout serait basé sur la volonté de quelques minorités. C'est pour ça que j'ai horreur de la critique des 1% contre les 99%, parce que ça revient limite à du complotisme, de dire, disons que le pas des 1% contre les 99%, le pas assez qui est rapidement suivi, c'est la diabolisation des 1%, genre les 1% sont exclus de l'humanité, ils se sont carrément diabolisés, voilà, totalement, on leur enlève toute dimension humaine, etc., pour n'en voir en eux que des figures du mal. Donc c'est un processus qui est, je veux dire, au-delà d'être compréhensible, qui ne rend pas compte de la nuance du monde, de la nuance du monde tout simplement, et de tentatives de grille de lecture rationnelle des événements. Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, impuissance et construction théorique, effectivement, le complotisme a pris cette place, et pour le coup, voilà, quand carrément Soral paraît enfin quoique non, pas tellement, mais j'allais dire, Soral paraît l'élément rationnel du complotisme, pas tellement, non, pas du tout même. Soral c'est clairement le pot pourri de tout ça. Mais il a un léger vernis, dit de temps en temps marxiste, lutte des classes, donc à un moment donné, dans l'époque dans laquelle on vit, effectivement, il passe pour un communiste. Enfin bref. Sera un communiste. Enfin bref. Donc continuons. Dans l'arbitraire du spectacle, tout est question de point de vue. Chacun, de son propre point de vue, peut avoir à la fois tort et raison,
et l'indifférence libérale à autrui se manifeste dans le respect de toutes les opinions. Effectivement. Le fameux, dit autrement, le fameux chacun son avis, chacun sa vérité, si cher au New Age. Voilà. L'appel révolutionnaire à la subjectivité réside du surréalisme et du situationnisme Vaneshnit. Alors oui, c'est dans les situationnistes, encore une fois je digresse, il y avait Guy Debord et puis l'autre, un belge, si je dis pas de bêtises, Van Eyben, enfin un nom que j'arrive pas à prononcer, enfin bref, et donc voilà, la référence est plutôt là. Et plus que jamais réactionnaire, à l'heure où le capitalisme lui-même en appelle à la séparation jouissive, rêver, nous ferons le reste. C'est au contraire un langage commun qu'il nous faut retrouver. Notre subjectivité même ne peut se construire réellement que si nous sommes capables avec d'autres de saisir l'objectivité du monde que nous partageons. Comprendre, c'est dominer, et donc pouvoir changer le monde. Commencer à tenter de comprendre, c'est rétablir la communication avec ce qui nous entoure, fissurer la glace de la séparation. Alors oui, c'est la subjectivité, en fait, les situationnistes, ça a été une critique qui a été faite dans les années 60, à l'époque, il y avait des fortes structures patriarcales, très très fortes structures verticales et patriarcales. On vit toujours dans une société patriarcale, mais qui est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus ambigu. Là où avant, carrément, il y avait carrément le général de Gaulle avec l'uniforme, une chaîne nationale, voilà, comme dirait OSS 117, oui, c'est la France du général de Gaulle, madame. Enfin voilà, c'est pas n'importe quelle France, la France du général de Gaulle. Voilà, cette fameuse... Ça aujourd'hui ce n'est plus vraiment possible, donc le patriarcat, entre guillemets, l'autorité essaie de s'afficher comme étant un peu moins une autorité, enfin bref. Et donc à cette époque-là, la subjectivité, la sensation de la subjectivité pouvait être une ressource. C'est toujours une ressource, l'individualisme est toujours une ressource. Mais toujours une ressource un peu moins percutante par rapport au monde, à l'époque actuelle où c'est un peu plus ambigu, où tout devient beaucoup plus mou, où dans les années 60 c'était certainement un peu plus simple, on va dire. D'ailleurs, l'extrême droite s'est approprié de manière extrêmement superficielle la culture contestataire de cette décennie 60, pour une espèce de, le fameux Black Lives Matter, voilà, la vie des Renois compte, par la vie des Blancs aussi compte, une espèce de mimétisme un peu totalement what the fuck, en fait, où ils font que mimer extrêmement grossièrement les contestations sociales antérieures, si bien qu'à un moment donné, ce qui était valable à une époque, en tout cas il pouvait servir de ressources extrêmement percutantes à une époque, l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Non pas, on va pas diaboliser l'individualisme, c'est comment concilier l'anarchisme, c'est comment concilier la liberté individuelle et la liberté collective, ce qui peut parfois peut créer des maux de tête, même à un Doliprane, mais bon, il ne s'agit pas de diaboliser l'individualisme, disant que la subjectivité aujourd'hui est beaucoup moins percutante en termes de contestation que dans les années 60. Voilà, c'était juste la petite digression. Nous n'avons pas critiqué ici les citoyennismes parce que nous n'aurions pas les mêmes goûts ou les mêmes valeurs, pas la même subjectivité. Nous avons d'ailleurs pas critiqué les citoyennistes en tant que personnes, mais les citoyennismes en tant que fausse conscience et en tant que mouvement réactionnaire, comme on disait autrefois, c'est-à-dire qui concourt à étouffer ce qui est encore qu'en germe. Nous l'avons critiqué historiquement, et du moins avons tenté de le faire. Nous ne doutons d'ailleurs pas que nombre d'individus qui sont aujourd'hui englués dans les contradictions du citoyennisme par louable désir d'agir sur le monde en viennent un jour à rejoindre ceux qui désirent réellement le transformer. Nous sommes ni plus ni moins radicaux que le moment dans lequel nous sommes. Voilà, là j'entends tout de suite, j'entends les commentaires, oui, bande de puristes, banani, oui. Il ne s'agit pas de pureté militante, il s'agit entre guillemets de... On est tous dans une situation très compliquée, on est quand même dans une période historique où refuser de dire sale nègre fait de toi un dangereux bolchevique. Donc effectivement, dans ce contexte-là, je sais pas moi, parler des mouvements ouvriers, oui effectivement c'est punk, c'est effectivement tu passes pour un taré. Donc et après juste Mélenchon passe pour limite passe pour le Georges Marchais, quoi. Enfin, peut-être pas Georges Marchais, mais en tout cas vraiment un contestataire de très haut niveau. Bon, Mélenchon a une réelle culture. Bon, Mélenchon c'est un social-démocrate de ce qu'il y a de plus banal quand même. On penche tellement à droite qu'on remet Jaurès reviendrait, il parlait à la lutte des classes, l'implosion du système si tu veux, implosion totale des micros quoi. Donc il s'agit pas de délivrer vraiment d'une espèce de pureté militante, comme on dit en ce moment, mais une espèce de rappeler un horizon. Moi, par exemple, j'adore les conseils ouvriers,
Mais j'admets que les conseils ouvriers par eux-mêmes ne sont pas la solution miracle révolutionnaire. Enfin, ils ne sont pas la solution miracle révolutionnaire. Donc même si, au-delà de l'affection que je peux avoir, et parler des conseils ouvriers aujourd'hui, c'est carrément, on est dans l'utopie de très haut niveau, quoi. Donc limite d'une, ça serait plus crédible, tu vois, comme scénario social, tu vois. Donc il ne s'agit pas de mettre en avant une certaine pureté révolutionnaire, mais juste rappeler aimablement quel est l'horizon. Voilà. Qu'on soit tous après individuellement ou dans des petits groupes, etc., obligés de transiger sur certains aspects, au nom d'un sens pratique. C'est pas ça que j'incrimine quelque part, c'est juste à un moment donné, il serait peut-être temps de rappeler un petit peu l'horizon, quoi, de rappeler clairement quels sont les bails, quelles sont les solutions, qu'est-ce qui est radical, qu'est-ce qui ne l'est pas, enfin radical par rapport à une période, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est bon de rappeler un petit peu, de remettre un petit peu les choses au carré, pour rappeler c'est quoi l'objectif et dire, enfin voilà, c'est comme il y a quelqu'un qui voulait faire par exemple des coopératives. En soi, je dis oui, les coopératives, j'ai rien contre, bien au contraire, mais bon, enfin. Vouloir faire des coopératives aujourd'hui, c'est carrément punk, hein. C'est carrément, c'est ACAB, hein. Mais voilà, j'avais une note critique en disant oui, les coopératives c'est bien, mais bon, c'est pas le but, non, enfin, c'est pas non plus le summum de l'émancipation. Mais effectivement, dans le contexte actuel, ne serait-ce que dire qu'il y a des inégalités, que le patriarcat existe, là on est tout de suite taxé de cancel culture, de machin, etc., de féminazie, enfin bref. Donc à un moment donné, la réaction est plutôt là. Donc, enfin bref, tout ça c'était pour dire que voilà un des textes de base, on va dire, qui méritait d'être connu, en tout cas mis en avant. Après, je suis certainement pas le plus grand orateur du monde, mais on fait ce qu'on peut, on s'améliore, chers camarades. Enfin bref, c'était la fin de la lecture de la brochure L'impasse citoyenniste, et c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.